Bonsoir, chères toutes et chers tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier de me permettre de modérer cette table ronde. C'est un honneur pour moi en tant que membre du conseil d'administration de l'IDAF, mais aussi en tant que président de l'Union des travailleurs sénégalais, car je suis comme toute personne qui milite et se préoccupe de la question des minorités en France ou ailleurs. Dans le domaine de l'emploi, du logement, de l'éducation, de la santé, les immigrés en France sont la plupart du temps défavorisés par rapport à la population non immigrée, alors que beaucoup d'entre eux possèdent la nationalité française. C'est pour s'en dégager qu'interviennent l'art et la faculté à se représenter la multiplicité changeante et dynamique de la société. D'écrire, faire connaître, raconter, sous mille et une formes, est un réflexe de survie indispensable. Quel rôle l'art peut-il jouer contre la haine de l'autre? C'est ce qui va faire débat ce soir, pour peut-être pouvoir contribuer ainsi à une abolition de la violence raciste auprès d'autres qui cherchent à partager leur vision en permettant également que d'autres artistes émergent là où le racisme assigne à tout sauf à cela. Mettre en circulation des mots, des images, au-delà du lieu où l'on vous attend. Et comme vous le savez, c'est dans le cadre de la quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté, qui est un événement créé à Bordeaux depuis 2014. Elle connaît depuis sa création un succès grandissant. Et c'est dans ce cadre que nous avons deux invités parmi nous pour pouvoir en débattre. Il s'agit de Pascal. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Mais aussi nous avons Hassan Kouyaté. Bonsoir. Hassan, bonsoir. Et en texte introductif, nous devons avoir un élu de la ville de Bordeaux qui est en charge des questions de la discrimination. Il s'agit de Monsieur de la Roche et je pense qu'il va nous joindre tout à l'heure. Donc sans plus tarder, nous pouvons faire une petite présentation de nos intervenants. Donc Pascal Obolo, qui est cinéaste, commissaire d'exposition, rédactrice en chef. Elle est à l'origine de la structure d'Africa Cadalab, une revue d'art contemporaine. Elle dirige aussi l'Africain Art Book, une foire d'édition indépendante. Merci Pascal d'être avec nous. Et aussi Hassan Kouyaté, qui est né au Burkina Faso, dans une famille de griots, artiste, comédien, musicien et metteur en scène. Hassan Kassi Kouyaté a grandi dans le milieu du spectacle, en Afrique et en Europe, notamment au théâtre des Buffles du Nord. En janvier 2019, il est nommé à la direction des Francophonies en Limousin, qui prend sous sa direction le nom de les Francophonies, des écritures à la scène. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Pascal. Pascal. Oui. Je vous en prie. Bon, en fait, je vais pour vous présenter. Ouais, je vais faire une petite présentation brève du travail que je mène d'une manière collective, parce que je pense que les luttes se font collectivement et que seul on ne peut pas faire avancer les choses et qu'on ne peut pas transformer nos sociétés. C'est ensemble que nous devons en fait œuvrer pour essayer de changer la société justement face aux injustices, face aux inégalités, face aux discriminations que vivent certaines minorités qui sont justement issues d'immigration, mais pas que. Il y a différentes formes d'injustice qui s'opèrent aujourd'hui dans la société française. Et du coup, il est important de se mobiliser, d'œuvrer pour un mieux vivre ensemble
et aussi pour pouvoir produire du commun. C'est vrai que mon action se situe principalement dans l'art. C'est là où j'œuvre beaucoup, dans le monde de l'art contemporain, en commençant justement par produire cette revue qui s'appelle Africada. Africada est une revue d'art contemporain africain qui est dirigée par un collectif d'artistes racisés. La fonction de cette revue, c'était aussi de pouvoir non seulement écrire l'histoire de l'art contemporain africain qui est en train de se produire, qui est en train de se faire, qui est en train de se penser devant nous, et ne pas refaire les mêmes erreurs comme ce qui s'était passé pour l'art premier, où la majorité, en fait, les principales publications, les principaux narrations ont été écrits en Occident, par les Occidents. Et du coup, Africada, pour nous, le fait de créer cette publication, c'était aussi un acte politique pour pouvoir donner de la visibilité aux artistes issus de la diaspora, mais pas que, mais aussi du continent africain et aussi des Caraïbes et Amérique du Sud. Faire des liens, des ponts pour pouvoir en fait dialoguer et raconter nos histoires. Et aussi, l'idée de cette revue, c'était aussi de pouvoir en fait donner la voix aux invisibles et aussi porter la voix de ceux qu'on entendait très peu, de certaines personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer, et que la revue soit, je pourrais dire, un diffuseur, une enceinte de ces voix silencieuses. C'est comme ça aussi que c'est aussi la mission de cette revue, mais qui est une revue assez conceptuelle parce qu'elle est pensée en fait comme un espace d'exposition, dans le sens où à chaque sortie de numéro, on expose le contenu de la revue dans un espace d'art, ce qui est aussi un moyen de faire connaître les artistes issus de la diaspora qui étaient très peu représentés dans les institutions muséales françaises, dans les centres d'art, etc. Et aussi questionner la question de comment produire des outils théoriques, des outils critiques pour pouvoir aussi se repenser, pour pouvoir avoir un regard critique sur la production artistique qui était produite par des artistes issus de la diaspora et du continent africain. Et à côté de cela, on a aussi remarqué que en étant éditeur, éditeur indépendant, on avait du mal à faire circuler les productions qu'on publiait. Donc, on a mis en place aussi un African Art Book Fair qui est plutôt un projet artistique, une antifoire qui questionne pourquoi est-ce que dans les foires d'art, il y a de moins en moins d'espace pour la publication, pour les productions critiques. Et l'idée de cet African Art Book Fair, c'était aussi de soutenir le secteur de l'édition, qui est un secteur qui est très sinistré, surtout dans les territoires du Sud. Et aussi, les éditeurs indépendants issus des diasporas ont aussi, c'est important de les soutenir, de les accompagner. Et donc, il était important de créer, de mettre en place une plateforme pour pouvoir en fait soutenir le secteur de l'édition et encourager les peu d'éditeurs indépendants qui publient des éditions en art, des catalogues, des monographies d'artistes issus des territoires du Sud. Ça, c'est un peu le travail qui, en tout cas, moi, m'intéresse, la question de la narration, qui parle pour qui écrit pour qui, pourquoi. C'est les questions qui, moi, m'intéressent, en tout cas aujourd'hui, et de trouver des solutions pour pouvoir, en fait, les mettre en avant et défendre, en fait, le secteur de l'édition en art et aussi le secteur de la critique et du commissariat aussi en art. Et la question de la transmission aussi est très importante. On se bat pour qu'il y ait de plus en plus dans les écoles d'art en France, euh, qu'il y ait une histoire de l'art beaucoup plus inclusive, qui inclut aussi des artistes issus de la diaspora, et que ça serait aussi important que
les professeurs, l'enseignement qui est donné au sein des écoles d'art, qui est aussi des modèles d'artistes issus de la diaspora, qui soient aussi, qu'on puisse parler, qu'on puisse les montrer aux étudiants en école d'art. Moi, je n'entends pas Kadim, c'est normal? Il a fermé son micro, il faut qu'il ouvre son micro. Là, ça va mieux? Oui, Non, oui, non. j'ai rien entendu Oui. de ce que tu as dit. D'accord, je vais reprendre rapidement. Je disais, avant de donner la parole à Hassan, je tenais à rappeler que cette table ronde est organisée ainsi à cause de la situation sanitaire que nous tous nous connaissons. Nous aurions souhaité avoir une table ronde en présentiel, mais c'était un peu compliqué avec la situation du Covid en cours. Donc, c'est dans le cadre de la participation de la quinzaine de l'égalité que l'Institut des Afriques a pu organiser cette table ronde en distanciel. Alors aussi, vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live de l'Institut des Afriques. Vous pouvez y poser vos questions. La dernière demi-heure sera consacrée à cet échange. Hassan, est-ce que vous pouvez compléter votre présentation avant qu'on entame le sujet de cette table ronde? Oui, merci de me donner la possibilité de partager ces moments avec vous, avec les personnes qui sont connectées ou les personnes qui auront la possibilité de le faire plus tard. D'abord, je commence par dire que ce que je vais dire se présentera en deux phases, en tant que citoyen artiste et l'autre en tant que directeur des francophonies des écritures à la scène, même si c'est aussi un citoyen que je suis, qui est ce directeur. Et mon expérience personnelle en tant qu'artiste français, burkinabé, je dirais burkinabé français, puisque je suis arrivé ici, j'avais 20 ans, il faut le dire, et ça fait 37 ans que je suis sur le territoire, et ça fait 37 ans que je travaille comme artiste sur le territoire français et puis sur d'autres territoires du monde qui m'ont permis d'utiliser ces voyages comme loupe pour revoir mon Afrique, mais pour revoir aussi la France dans laquelle je suis installé continuellement. Et ce que je peux dire, c'est que en tant qu'artiste, j'ai senti deux phases depuis plus de 30 ans en tant qu'artiste. J'ai eu l'impression que quand je commençais, c'était plus facile en tant qu'artiste issu de ce qu'ils appellent de l'immigration parce que les appellations, moi, je ne sais plus, je suis perdu là-dedans. En tout cas, en tant qu'artiste africain, français d'origine africaine, j'ai senti une sorte d'évolution, une sorte de durcissement de conditions de travail, des conditions de monstration et des conditions de vie, simplement, de mes frères et sœurs. Et pourquoi j'ai dit ça? Quand je commençais, peut-être on n'était pas très nombreux. Et il y avait plus de dispositions pour ceux qui étaient déjà en mouvement que maintenant. Mais c'était normal, il y avait moins de dispositions dans les écoles de formation, en tout cas en ce qui concerne le théâtre. Moi, je viens du théâtre, donc voilà, c'est du spectacle vivant, je viens de là. Et donc, il y avait beaucoup moins de jeunes issus de l'immigration, comme ils appellent, dans les écoles de théâtre. Il y avait beaucoup moins. Et donc, ceux qui arrivaient où ils portaient des boubous et ils se mettaient un peu de peinture pour pouvoir passer, avoir à manger.
et que quand tu disais que tu avais le droit, en tant qu'artiste et metteur en scène, de monter Shakespeare, Beckett, on disait, mais tu vois, ça ne serait pas bien que tu parles de la hyène et du lièvre, ça sera très, très, très bien. J'ai dit oui, c'est bien, comme je peux dire, je danse, donc je sue, oui, et au lieu de penser, et ça sera encore mieux. Donc, il y avait ça au départ, et ensuite, il a fallu que je montre quand même que je sais mettre en scène Beckett, Molière, Shakespeare, qu'on dit, ah oui, d'accord, en faisant ça, oui, c'est un metteur en scène, c'est vrai. J'aurais dit même que je lisais derrière, c'est un Africain, mais il sait faire du théâtre. Il ne sait pas que danser. Et je caricature à peine. C'est une période où il y avait une certaine facilité de production, mais il fallait porter des boubous. Et si tu ne portais pas des boubous, ça posait un problème. Et il y a eu toute la vague touche pas à mon pote, etc. Il y a eu tout le Kunda, tous ces trucs halam, qui étaient une vague, c'était une mode. Et ensuite, les choses ont commencé à évoluer. Quand je suis passé par ces histoires de textes dits classiques que j'ai montés, quand j'ai eu une certaine reconnaissance, disons-le, et on a commencé à accepter que je dise mes préoccupations. Et justement, mes préoccupations, c'était quoi? Et qui sont encore les miennes en tant qu'artiste, c'est que on se raconte nos histoires, qu'on se dise les choses, mais que la parole ne soit pas unidirectionnelle, qu'elle soit pluridirectionnelle. Et c'est quelque chose de fondamental. On dit que quand le chasseur raconte les histoires de chasse, c'est le chasseur qui a toujours le plus beau rôle parce que les lions n'ont pas encore leur chasseur. C'est comme leur conteur, plutôt. Leur conteur. Et comment donner la parole à ceux qui sont censés ne pas devoir l'apprendre. Il est censé, pour certains, ne pas devoir l'apprendre. Comment, à partir de nos histoires, on peut appréhender notre présent et penser notre avenir ensemble. C'est ça qui m'intéresse dans ce que je propose aujourd'hui dans mon travail. C'est dire, n'est pas être comptable de ce que nos aïeux, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait, mais c'est ne pas tourner le dos à ce qu'ils ont fait et de les assumer et de les poser sur la table sans complaisance et les tutoyer l'histoire, regarder l'histoire dans les yeux et poser les choses. Et je dis que c'est là qu'on peut commencer à parler ensemble réellement, parce qu'on ne parle pas ensemble. Il y a des gens qui parlent et d'autres doivent encore écouter et subir. Et donc, et là, dans mon travail d'artiste, ce sont ces questions-là qui m'intéressent aujourd'hui. Et donc, dans cette démarche, j'ai eu à faire beaucoup de choses différentes, donc à être membre de pas mal de structures associatives pour défendre ces points de vue-là, en tout cas. Et j'ai été aussi 2 fois dans des institutions, des groupements institutionnels pour pouvoir défendre ces questions, ces points de vue. Aujourd'hui, je me retrouve directeur des francophonies des Écritures à la scène. C'est un choix politique aussi pour moi est total, parce que je pouvais aussi postuler à d'autres endroits, à d'autres directions, à d'autres endroits, mais je me dis que c'est là aussi que je peux travailler pour que la parole soit plurielle. C'est une des structures qui me permet de donner en tout cas la possibilité aux artistes de plusieurs origines, que je dirais, donc de permettre qu'on dise le monde autrement, de permettre qu'on dise peut-être 2 fois la même chose, mais autrement. Et c'est pour cela que je me suis retrouvé dans les francophonies des Écritures à la scène. Et la notion plurielle des francophonies est
importante pour moi. C'est pour cela que j'insiste sur les francophonies, parce que je dis aussi la francophonie québécoise n'est pas la francophonie congolaise, qui n'est pas la francophonie sénégalaise, qui n'est pas la francophonie du Burkina, etc. Et donc, j'insiste sur cette pluralité et j'insiste aussi sur la pluralité des écritures. C'est pour ça des écritures à la scène. Qui dit transmission dit aussi plusieurs formes. Et donc, nous, on défend aussi cette pluralité-là aux francophonies des écritures à la scène. Je ne vais pas faire plus long, mais dire qu'aujourd'hui, les francophonies, c'est un lieu de création, un lieu d'émergence, un lieu de découverte, parce que souvent, en France, on a la manie de dire qu'on a fait émerger des artistes, alors que non, on les a découverts. Et ça aussi, ça. Il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas, donc nous, on doit aider à les faire découvrir. Et c'est là que notre métier, par rapport à certaines populations d'artistes sur le territoire français qu'on appelle les artistes racisés ou à minorité, on doit aider à les faire connaître, en tout cas à connaître leurs œuvres, et aussi aller sur des territoires pour aider à l'accompagnement des artistes émergents qui ont besoin de soutien. Quand on parle de soutien, ce n'est pas que matériel, ce n'est pas que financier, c'est aussi structurel. Et donc, voilà ce que nous, on essaie de faire dans la francophonie des écritures à la scène. Merci beaucoup, Pascal. Hassan, plutôt. Alors, comme vous le savez, le thème d'aujourd'hui, c'est quand la diaspora artistique crée l'éveil citoyen. Donc, dans cette appellation, on peut identifier diaspora, on peut identifier la création artistique et on parle aussi de l'éveil citoyen. Hassan, dans sa présentation, a beaucoup insisté sur le devenir ensemble, parler ensemble. Nous avons vu très récemment, en 2020, ce qui s'est passé avec l'histoire des Black Lives Matter. Alors, comment l'art et les diasporas peuvent participer d'une façon objective pour qu'on fasse société et donc que les citoyens puissent faire société. Pascal, qu'est-ce que vous dit ce sujet en premier lieu quand vous entendez diaspora artistique et citoyenneté? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'entends par diaspora, citoyenneté? Parce que je pense que on est tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'on est artiste, citoyen. Pour moi, c'est un tout. Pour moi, j'ai du mal à dissocier l'humain de l'artiste du citoyen. Pour moi, je me considère comme artiste citoyenne activiste qui est engagée sur les questions de transformation sociale. Et ce qui m'intéresse, c'est comment moi, en tant qu'artiste, je peux essayer d'apporter des outils qui permettent, qui aident à cette transformation sociale pour le vivre ensemble. C'est plus dans cette réflexion-là que je pourrais plutôt m'engager et plutôt questionner parce que je pense que dans toute communauté ou société, il y a des citoyens qui ont pour mission ou qui ont l'aptitude à créer, à embellir nos sociétés, à créer du beau, à nous permettre de lire le monde autrement au travers les travaux artistiques qui sont présentés. Et donc, quelque part, je pense que ça ne suffit pas et qu'il faut qu'il y ait en plus de ça l'engagement de cet artiste citoyen qui, quelque part, pour moi, est très important si on veut réellement qu'il y ait une vraie transformation sociale et qu'il y ait aussi une évolution pour essayer de se repenser ensemble pour le vivre en commun.
Et se repenser ensemble, c'est aussi avoir un discours inclusif, avoir une production inclusive. Aussi bien, on parlait de théâtre, on parlait d'écriture, de monstration. C'est-à-dire que c'est aussi donner, créer des espaces pour qu'on puisse se raconter, pour qu'on puisse aussi se montrer comme nous, on se voit, et non pas comme l'autre nous voit, nous perçoit, selon ses préjugés. Pour moi, il est question en fait de tout ça. D'accord. Et donc l'art issu de la diaspora trouve-t-il son espace dans ce nouveau environnement qu'il évolue et peut-être faire des citoyens simplement? Je pense que aujourd'hui, c'est comme le disait Hassan, qu'effectivement, à une certaine époque, c'était plus facile, peut-être, pour les peu d'artistes de la diaspora qui étaient qui opéraient dans des institutions culturelles, qui travaillaient en tant qu'artistes ou metteurs en scène ou réalisateurs. À une certaine époque, c'était peut-être plus facile, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, vraiment, d'avoir même des espaces pour pouvoir se montrer, des espaces pour pouvoir se parler, des espaces pour pouvoir en fait quelque part produire des œuvres artistiques. Il y a de moins en moins d'espace au sein de la société française en ce qui concerne la production diasporique. Et je pense que c'est à nous même de créer nos propres espaces parce qu'il y a une forme de déni. Il n'y a pas une volonté politique de pouvoir, en fait partager, je dirais même commencer déjà par partager des espaces pour pouvoir produire du commun, pour pouvoir produire cette histoire inclusive où on peut tous se retrouver dans cette grande histoire où justement on se raconte ensemble. D'accord. Donc, avant, c'était plus facile. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Pascal a plus ou moins dit qu'il y a moins de volonté politique. Hassan, pourquoi c'est beaucoup plus difficile actuellement? Est-ce seulement la volonté politique ou il y a d'autres pistes en même temps? Ça commence par, dans notre cas, ça commence par ou la non-volonté politique, je dirais, ou deux fois la non-clairvoyance des choses. Appelons, des fois, des décisions sont... Je ne comprends pas certaines décisions, mais on va revenir peut-être là-dessus plus tard. Mais ce que je voudrais, avant de répondre directement à votre question, je dirais, tout à l'heure, vous avez parlé de diaspora, citoyens, artistes et tout. Mais déjà, moi, ça me choque qu'on parle de diaspora citoyen. Il est citoyen, il est citoyen. Qu'on soit vert, jaune ou rouge, on est dans une cité avec des lois, avec des règles et tout, on est citoyen. Donc, ça commence par là, pour moi. Donc, cette discrimination au niveau de l'appellation me choque un tout petit peu, mais c'est le lieu exprès peut-être pour faire bouger les choses. Ensuite, quand on parle d'artistes, c'est parler de quoi? Est-ce que l'art, c'est tellement vaste, il y a l'art culinaire, il y a l'art vestimentaire, etc., etc. Parce qu'on a tendance à parler du spectacle vivant, de la littérature, des arts plastiques, etc. Il y a d'autres arts de la diaspora que, utilisant votre terme, pour qu'on se comprenne tous, qu'on néglige souvent. Est-ce que ça participe de l'émancipation? Oh, oui, oui. Puisque quand on parle du principe qu'on ajoute quelque chose culturellement, philosophiquement, poétiquement, on participe à l'émancipation et une émancipation citoyenne.
Et donc, je voulais dire ceci. Après, je reviens sur la difficulté. Et aujourd'hui, il faut dire par rapport au nombre, c'est une question de chiffres, je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, c'est une constatation, vous pouvez le voir. Il y a combien d'abord de responsables des structures culturelles d'origine que vous appelez de l'immigration? Français d'origine, il y a combien de directeurs? Il y a combien de directeurs comme moi, c'est-à-dire français, burkinabé français, ou d'ailleurs français, qui dirigent une structure culturelle artistique importante en France? Il y a combien par rapport au nombre de structures qui existent? Et quand on fait une moyenne par rapport au nombre d'habitants, vous verrez que ça va faire 0,0000000, etc., 1 ou 2. D'accord. Là, je pose ça comme ça. Quand vous regardez les programmations des structures culturelles et artistiques, Pascal en a parlé, je parle, qui dit culturel et artistique, donc les musées, etc., tout ce que vous voulez. Combien d'artistes issus de la diaspora, en utilisant encore vos termes, sont programmés? Si, moi, je dis, on fait de la programmation tais-toi, de la programmation alibi. On donne des strapantins souvent aux artistes. Pour être vu, pour pouvoir participer à l'émancipation par ton œuvre, il faut qu'on te donne les moyens de travailler ton œuvre déjà. Les moyens, l'artiste a besoin de moyens. Et quand on parle de moyens, je ne parle pas encore que de finances. Quand le premier moyen, c'est ta légitimité. Qu'on dise, on te fasse savoir que tu es légitime, qu'on te donne ta légitimité d'être là et d'être artiste là. Ça commence par ça. Ensuite, et quel espace de travail on te donne? Quel espace-temps on te donne? Mais pour parler de l'espace travail, espace-temps, on parle aussi maintenant de finances. Et quand tu crées, quel espace de monstration tu as? Pour pouvoir, il faut montrer, il faut qu'on voit pour que ça puisse agir sur la société. On ne voit pas. Comment ça va agir sur la société? Voilà des problèmes. Donc, je dis, quand on prend les années que d'autres appellent les années Jack Lang, et quand tu prends le nombre d'artistes qu'il y avait sur le territoire ou sur les territoires, et le temps de monstration ou de temps de travail qu'ils avaient, quand tu prends cette moyenne, et aujourd'hui, on dit que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, il y a une régression. Voilà, c'est un constat, ça se vérifie, et donc je ne peux pas dire plus que ça. D'accord. Donc, nous avons, il y a des problèmes de légitimité, des problèmes de moyens, d'espace. Est-ce que vous pouvez actuellement nous donner un exemple, Pascal? Parce que Hassan, il a bien précisé que si on regarde le pourcentage de la représentation diasporique dans des postes de responsabilité sur la création ou sur les programmations, c'est très, très faible. Et je reprends même sa terminologie, c'est de la programmation tais-toi. Alors, est-ce que toi, tu peux nous donner un exemple de fait caractérisé ou une histoire qui peut nous permettre de mieux apprécier cela? Le constat, le constat, il est similaire. Le constat que vient de faire Hassan est totalement similaire au milieu de l'art contemporain. Même, je pourrais poser la même question. Il y a, par exemple, dans les écoles d'art en France, combien y a-t-il de directeurs racisés ou de directrices racisées qui dirigent une école d'art en France aujourd'hui? 0. On regarde pareil pour les musées en France. Tous les
les grands musées qu'il y a, que ce soit le Centre Pompidou, que ce soit le musée de l'Orangerie, que ce soit le Louvre, etc. Là, on peut peut-être dire, là, il vient d'avoir une exception récemment qui a été nommée au musée du Quai Branly, où c'est un directeur kanak, qui est d'origine kanak, français mais d'origine kanak, qui dirige, là, il n'y a pas longtemps, qui est Emmanuel Caserero. Voilà, le musée du Quai Branly. Mais sinon, tout le reste, le MUSEM, etc., que ce soit Lille, au nord, au sud, à l'ouest, il n'y a pas de directeur ou de directrice qui dirige des centres d'art même. Il y en a, des centres d'art, il y en a zéro. Les musées, pareil. Le conseil est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on rentre dans un musée français, c'est très simple. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a discuté. Il y a même des artistes qui ont fait des performances par rapport à ça. Quand on rentre dans un musée français, tout en bas de l'échelle, c'est là où on trouve des racisés, c'est-à-dire les femmes de ménage, les gardiens ou les gens qui font la sécurité. Et plus tu montes en haut de l'échelle dans l'administration, dans le musée, et plus là, il y a, c'est le vide sidéral. C'est-à-dire que il n'y a plus du tout, d'employés qui travaillent au sein de l'administration, au sein de ces institutions culturelles. Donc, le constat, il est ainsi, et j'ai même l'impression, effectivement, qu'on ne va pas du tout dans la direction d'une certaine ouverture, d'une certaine envie qu'il y ait de la diversité au sein des institutions culturelles françaises. Il y a plutôt une envie de faire le ménage, quand on voit même le discours qui est quand même proposé par la majorité, par le gouvernement actuel aujourd'hui, qui remet en question, par exemple, certains chercheurs, certains universitaires qui travaillent sur des questions décoloniales, où on dit que ces gens-là, eh ben, il faut qu'ils ne sont plus les bienvenus dans les institutions françaises. Donc, c'est vraiment très problématique. Donc, on est plutôt on n'est pas du tout dans une envie de construire du commun. On n'est pas du tout dans une volonté qu'il y ait plus de mixité et de diversité. On est plutôt dans des discours de séparatisme. D'accord. C'est vrai que, vu sous cet angle, on dirait que on a un autre Black Lives Matter au sein du milieu culturel, et que beaucoup de gens le découvrent à travers cette semaine de la quinzaine de l'égalité, et grâce à la participation de l'Institut des Afriques. Mais Jack Lang, tout le monde le connaît avec la fête de la musique et beaucoup d'autres choses qu'il a fait sur le plan culturel au sein de ses ministères. Mais donc, si on comprend bien, à formation égale, à parcours égal, vous arrivez au niveau des centres de recrutement, il n'y a pas d'opportunité pour quelqu'un issu du diaspora, et en particulier du diaspora africain, si je peux le résumer comme ça. Alors, est-ce que c'est toujours l'histoire, en fait, une partie de l'histoire récente qui doit continuer à animer nos débats citoyens? Je trouve cela un peu regrettable. C'est pour cela on aurait eu le plaisir d'avoir l'élu de la ville de Bordeaux en charge des discriminations pour voir est-ce qu'à Bordeaux et à Bordeaux Métropole, quelles sont les actions menées par la nouvelle municipalité sous le maire Pierre Urmic. Hassan, oui. Donc, Pascal, il a souligné qu'il y a un seul responsable d'origine diasporique qui dirige le Quai Branly. Et l'exemple qu'il a donné sur l'organigramme dans les musées, et c'est quelque chose que nous ressentons tous. Hein. C'est vrai que quand on va au musée, on voit de suite que les premiers services sont occupés par des gens issus de la minorité. Et d'ailleurs, ça aurait été bien, si on était en présentiel, de voir le film de Ladji,
qui montraient les problèmes au niveau des banlieues de cette population ici de la diaspora africaine et qui ont beaucoup de difficultés d'intégration et aussi, en tout cas, leur vie de tous les jours n'était pas du tout facile. Alors, est-ce que la création artistique est-il une menace par rapport à l'émancipation citoyenne? Parce que si les politiques s'en méfient et ne leur donnent pas les moyens ni l'espace, peut-être que c'est une forme d'avoir peur de l'émancipation dont tu parlais tout à l'heure, Hassan. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils s'en méfient d'une menace. Je ne vois pas les choses comme ça. Peut-être que c'est le cas, mais moi, je ne vois pas comme ça. Je dis que j'ai l'impression qu'il y a une vraie méconnaissance de l'endroit où nous sommes. Il y a une... je vais loin. Je pense que ça va au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'on apprend aux gens? Qu'est-ce qu'on apprend aux Français moyens? Vous savez, j'ai fait une création cette année sur la colonisation du Congo belge par le roi Léopold II. C'est belge, le roi Léopold II de Belgique. Et je me suis rendu compte que des gens dont je dirais des très grands intellectuels, ce qu'on aurait dit intellectuels, cultivés, certains m'ont dit, je croyais que c'était quand même une bande dessinée. Ce n'est pas vrai, tout ce qu'on était dit. C'est en 2020 quand même. Ça, et quand je pose des questions sur certaines choses de la colonisation, rien que de la colonisation, ou je ne parle pas de l'esclavage, de la colonisation qui était il y a 50 ans, 50 à 60 ans, personne n'est au courant. Quand je pose des questions aux enfants, est-ce que vous savez d'où vient la lumière là qui nous éclaire? Je pose deux fois ces questions aux enfants. Ils me disent non. J'ai dit souvent des centrales nucléaires. J'ai dit, vous savez, qu'est-ce qui fait marcher les centrales nucléaires? Non. L'uranium. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Mais dans quelle partie de la France on trouve de l'uranium? Tu vois, je commence à poser des questions comme ça. Et donc, beaucoup de choses partent de l'ignorance réelle. Parce que être intellectuel, ça ne veut pas dire être savant. C'est ça la nuance. Parce qu'on peut bouger, faire de grandes études dans quelque chose, se spécialiser dans quelque chose et occulter ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et donc, moi, je pense que parler de peur, c'est trop dit. Moi, souvent, je dis il y a de l'ignorance. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de peur. Il y a de la manipulation, certainement aussi. Attention, je ne suis pas dupe. Mais ça ne peut pas aller plus loin, puisque ceux qui décident ne tiennent pas en compte pour les gens qui composent la population pour lesquels ils doivent décider, c'est-à-dire les gens, la multiplicité, la diversité des personnes pour lesquelles les décisions sont prises ne sont pas représentées dans le moment de décision. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu as beau voir la neige à la télé, ce n'est pas la même chose que la neige quand tu la vis tous les jours. Pourquoi je dis ça autrement. Celui qui a entendu un lion rugir et celui qui a vu un lion rugir ne courent pas de la même manière. Donc on peut dire qu'on a compris comment l'autre vit, on a entendu comment l'autre vit, on a vu comment l'autre vit, on a vu à la télé les taudis, on a vu les difficultés des populations à la télé, mais on ne les a pas vécues. C'est très, très difficile. On ne peut pas prendre le même type de décision. Et donc, ces décisions ne peuvent pas être
efficiente si les personnes pour lesquelles c'est décidé ne sont pas représentées autour de la table. La représentation, on va te dire, elle est démocratique parce que c'est voté. On a voté, mais c'est ça la question de la démocratie. Est-ce que la minorité qui n'a pas voté, même si elle est minorité, elle ne fait pas partie de la citoyenneté et de l'espace commun? C'est toutes ces questions-là. Donc, c'est encore la question de qui parle pour qui décide pour qui. C'est encore la question. Au lieu de parler de peur, de manipulation, même d'ignorance. Mais c'est qui parle pour qui? Qui parle pour qui? Donc, s'il y a une méconnaissance à la place de la peur, donc il faudrait une nouvelle pédagogie, à mon avis. Mais je crois que c'est ce qu'on essaie de faire avec cette discussion. Bon, c'est vrai que... Donc, c'est quoi la pédagogie? La bonne pédagogie plutôt, puisque je pense qu'ils ne sont pas passés à côté de cela. Mais sinon, comment contourner ces obstacles? Qu'est-ce que seraient les solutions? Non, il faut une pédagogie inclusive. Tu vois, on en revient toujours à ça. C'est comment réécrire d'une manière inclusive certaines histoires. Et pour pouvoir réécrire ce récit, il faut inclure les minorités dans cette réécriture-là, ou prendre en compte des récits, des narrations, des propositions émanant de ces minorités et les crédibiliser, les institutionnaliser et du coup les rendre inclusives dans le récit national. C'est-à-dire produire comment produire du commun ensemble. Pour produire du commun ensemble, il faut faire de la place et donner la place à l'autre aussi, pour que l'autre puisse être décisionnaire, pour que l'autre puisse aussi s'exprimer en son nom, et non pas avoir cette main tendue très paternaliste, maternaliste, où on va dire oui, je comprends la situation, donc s'exprimer à la place de l'autre. Tu vois, parce qu'il y a aussi cette question-là, dire oui, on vous a compris, on sait qu'il y a cette question de discrimination, on sait qu'il y a des questions d'injustice, d'invisibilisation de certaines productions artistiques ou culturelles émanant de la population issue d'immigration. On vous a compris, mais on va en parler en invitant, par exemple, en parlant en notre nom et en ne nous donnant pas la possibilité, nous, de pouvoir nous exprimer Et à alors, partir Pascal, de notre propre expérience. voilà, sur ce que tu es en train de dire, donc sur le chat, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous seriez favorable à la politique du quota ou à la discrimination positive? Moi, je suis aujourd'hui vraiment, je suis pour la politique du quota. Parce que longtemps, on nous a dit, bah non, mais il faut laisser le temps au temps. Le temps au temps, on est au 21e siècle. Et apparemment, en laissant le temps au temps, les choses se sont plutôt durcies. Et il y a plutôt une forme je dirais plutôt de conservatisme. Il y a un refus de pouvoir en fait intégrer une partie de la population pour pouvoir en fait exister et pour pouvoir produire, pour pouvoir avoir accès à certains emplois décisionnaires auxquels on leur refuse, malgré les diplômes, malgré les expériences qu'ils ont. Hassan, toi qui n'as pas appliqué la politique du quota, mais quand même tu y es arrivé. Donc on est honoré de te voir faire partie des exceptions. Alors, est-ce que tu peux nous raconter plus ou moins ton histoire personnelle? Peut-être que tu pourras tout nous dire, mais pour voir comment les choses se sont débloquées pour toi, pour comme ça. Alors, je vais essayer d'aller un peu dans le même sens que Pascal sur la première question, la question que vous lui avez posée, parce que ça me semble important. Et avant de revenir à la question que vous venez de me poser, la question du quota, philosophiquement,
même la poser, c'est un problème à la base, la question du quota. Si on arrive à là, ça veut dire que philosophiquement, il y a un problème sur les faits. Mais pour aller dans le même sens que Pascal, je vais donner un exemple concret. Et il y a un rapport qui s'appelle le rapport Rennes-Pratt, ça se trouve sur Internet, qui avait fait une étude il y a très longtemps, même une quinzaine, vingtaine d'années, sur la place des femmes dans les lieux de décision. Je ne parle même pas de racisés, etc. Des femmes dans les places de décision dans la culture. Et ce rapport est édifiant. Et le rapport montre qu'il y a plus de femmes responsables dans l'armée que dans la culture. C'est très, très, très clair. Et il y a eu, avec une ministre de la Culture, qui a décidé de faire un quota pour les nominations féminines en France. Ça a été une décision sur Philippe Petit. La décision était très, très claire. Il faut nommer les femmes, il faut nommer les femmes. Mais même en prenant cette décision politique claire, il y a combien de femmes qui ont été nommées dans la réalité? Très peu. Il y a eu un effort fait, mais très peu. On parle de notre région à Nouvelle-Aquitaine. Combien de femmes ont la responsabilité de lieux culturels? Donc, même malgré la volonté, on parle de parité. Donc, c'était des décisions politiques. Donc, dire qu'on ne fera pas appel aujourd'hui à des quotas, c'est se voiler la face. C'est-à-dire que avoir recours aux quotas aujourd'hui, c'est une des solutions possibles. C'est une des solutions possible aujourd'hui. Parce que la réalité est autre chose. Vu les exemples que je voulais vous donner, même quand les quotas sont décidés, ce n'est pas ça qui règle le problème. Donc, avançons un tout petit peu en mettant des quotas. Je suis totalement là-dessus. Philosophiquement, j'étais contre, mais de façon pragmatique, je suis pour. Maintenant, vous me dites comment moi je suis arrivé là. Oui, je me pose même la question comment je suis arrivé là. 2 fois, je me dis, par contre, je me dis que si je n'étais pas, je vais mettre le pied dans le plat, si je n'étais pas le fils d'eux, parce que moi, j'ai la chance d'être fils d'un artiste qui a fait sa place. Si je n'étais pas fils d'eux, est-ce que je serais là? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait que je sois fils d'eux, je suis né dans, j'ai grandi dans le système, c'est un certain système, j'ai compris un certain système, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai compris comment certaines choses se passent. C'est pour cela que je suis là. Et les autres qui n'ont pas cette chance, ils font quoi? Où se trouve l'égalité des chances? C'est une question, je ne la connais pas, mais c'est une question qui me taraude. Où se trouve l'égalité des choses? Donc, moi, je dis, je suis là aujourd'hui avec mon analyse parce que je suis fils d'eux. Je suis un enfant de la balle. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'on dit que c'est une question de système, mais quand on regarde sur les listes électorales, maintenant, il y a une obligation d'une certaine parité hommes-femmes pour pouvoir déposer les listes. Et je pense que la politique du quota, comme vous l'avez si bien expliqué les deux, est un accélérateur et c'est un pragmatisme. Maintenant, est-ce qu'il y a la volonté politique derrière? Est-ce que aussi le citoyen diasporique ne peut-il pas contourner les choses sans pour autant attendre qu'on lui donne? Il y a la question, il y a déjà c'est-à-dire les citoyens issus de la diaspora font déjà beaucoup de choses, font énormément de choses et ils créent énormément d'événements culturels et ils sont très, très peu soutenus par les villes là où ils officient. Moi, je vois par exemple, nous, l'African Art Book Fair qu'on officie, on n'a aucune subvention de la mairie de Paris, aucune subvention de la région et pourtant, on se bat
pour maintenir cet événement. Je connais beaucoup d'associations qui sont créées par des gens issus de la diaspora, qui créent des associations de festivals de films, de festivals de musique, et qui sont très, très peu soutenus par les politiques, les régions, les mairies, etc. Et malgré qu'ils ne soient pas soutenus, ils se battent pour maintenir, pour faire rayonner en fait les productions culturelles qui sont produites au sein des diasporas. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites avec zéro moyen. Vous ne vous rendez même pas compte quand je comptabilise en fait le nombre d'événements, à quel point les associations ou des citoyens issus d'immigration, tout ce qu'ils mettent en place comme événement pour pouvoir en fait exister, pour pouvoir faire partager leur production artistique et culturelle, et sans pour autant avoir des soutiens ou des subventions émanant des institutions ou des corps politiques. Ce travail-là, il existe déjà, mais ce qui manque, c'est encore, il faut les rendre visibles encore plus, mais elles sont là sur le territoire français. Mais, Heureusement même qu'elles sont là, parce qu'on a d'accord. besoin de diversité culturelle. C'est très important pour s'ouvrir vers l'ailleurs, pour questionner le monde autrement, pour lire le monde autrement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une diversité culturelle, c'est difficile de lire le nouveau monde dans lequel on vit aujourd'hui. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait un questionnement que vous avez fait, Pascal, concernant les politiques. Et s'il n'y avait pas cette pandémie, on aurait pu avoir en France ce festival Africa 2020 qui allait durer sur 6 mois sur tout le territoire national. Qu'est-ce que vous en pensez de cet esprit ou bien de ce projet? Bah, pour moi, c'est pas un projet, ça participe des saisons chaque année. Il y a un pays qui est invité pendant 6 mois pour partager sa culture. Et moi, ce que je trouve aberrant, c'est le fait de mettre en place la saison africaine. Comment on passe d'une saison colombienne, une saison suisse, une saison polonaise à une saison africaine? Est-ce que l'Afrique, c'est un pays? Tu vois, c'est-à-dire que comment la France voit le continent africain. Je veux dire, l'Afrique, c'est 54 États. Et comment on passe d'une saison colombienne à une saison africaine? Pour moi, c'est déjà une aberration. Déjà quelque chose. Et quand on parlait de régression, effectivement, c'est une régression parce qu'il y a 8 ans, il y a eu la saison sud-africaine. La saison sud-africaine, le pays qui était invité, c'était l'Afrique du Sud. Et pourquoi aujourd'hui, en 2020 ou 2021, puisqu'elle va avoir en 2021, comment on est passé 8 ans après à une saison à un pays qui s'appelle l'Afrique? Donc, purement, pour moi, il y a une forme de régression et une vraie volonté aussi de maintenir une certaine vision très paternaliste sur un continent où il y a 54 pays. Comment en 6 mois, on peut montrer la diversité culturelle de 54 pays en 6 mois? Déjà, même un mois, c'est difficile, tu vois, pour un pays, alors un continent, mais Ouais. c'est juste se foutre de la gueule des gens. Non, je comprends. Mais Hassan, tu as coupé ton micro. Pascal, je te laisse continuer, mais quand on sait qu'un seul pays comme le Nigeria se fait plus de 160 millions d'habitants, qu'un pays comme le Congo fait 3-4 fois de plus que la France, quand on sait que le Mali fait 3 fois la France, voilà. Pascal, excuse-moi. Et donc, vous pensez que ce n'était pas du tout la bonne formule? Bah déjà, Malgré que le sommet était passé sous l'égide d'une femme africaine. Bah non, mais je veux dire, déjà africaine. En termes de process, pour moi, déjà, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que quand on commence, quand on met en place un projet, tu vois, je pense que si ce projet il avait été pensé réellement avec les gens de la diaspora,
je ne pense pas qu'on aurait eu une saison africaine. Je pense qu'on aurait réussi à convaincre, puisque c'est la saison africaine, déjà c'est bizarre, comment ça se fait que cette saison culturelle, pour moi, elle est gérée par le ministère des Affaires étrangères et non pas par le ministère de la Culture. Moi, ça me pose problème aussi, tu vois, puisqu'on parle de culture, on ne parle pas de politique étrangère, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même problématiques en disant, voilà, quand tu engages une conversation avec l'autre, il faut qu'il y ait un respect de part et d'autre. Il faut il faut que tu crédibilises aussi la pensée de l'autre, comment l'autre il se perçoit, comment l'autre il a envie d'être montré. Moi, je trouve ça quelque part, il y a une forme de mépris, le fait de dire, voilà, après la saison colombienne ou la saison suisse, maintenant on va passer à la saison africaine. Je trouve qu'il y a pas un rapport d'égal à égal. C'est-à-dire que vous êtes, ce continent, il est tellement pauvre, il est tellement ceci, et ben, que déjà, c'est déjà super, on devrait déjà être super content qu'il y ait une saison africaine. Non, moi, je préférais qu'il y ait une saison nigérienne, togolaise, sénégalaise. Et là, parce que c'est 54 États avec des cultures, avec des histoires qui sont complètement différentes, etc., etc. Tu vois, ça ne viendrait pas à l'idée de faire, oui, on va faire une saison européenne. Non, parce que l'Allemagne, ce n'est pas la même chose que la France, ce n'est pas la même chose que l'Espagne. Donc, dans ce sens, toi, tu serais plutôt favorable qu'on parle des Afriques au lieu de parler que de l'Afrique. Non, moi, je pense que puisque le mode, le critère de fonctionnement des saisons, c'est pays par pays. D'accord, ok. Donc, pourquoi l'Afrique serait-elle l'exception? Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il y aura un traitement? Pourquoi est-ce qu'il y aura un traitement exceptionnel à chaque fois qu'on parle d'Afrique? Tu vois, c'est toujours, on parle de l'Afrique dans cet imaginaire comme un pays, comme un tout. Pourquoi est-ce qu'on ne peut comme pas... un village de temps en temps, comme un village de temps Ou même, en temps. oui, comme un village. L'Afrique pensée comme un village. Donc, on aimerait sortir déjà au XXIe siècle de ce récit qu'on a enfermé ce continent. Déjà, ça serait déjà un grand pas. Ça serait déjà, c'est-à-dire que cette question, la manière de percevoir l'autre, la manière d'engager une conversation avec l'autre d'une manière respectueuse, de pays à pays, tu vois, et d'une manière égalitaire. Parce que ça voudrait dire qu'on respecte plus la Colombie, on respecte plus, je ne sais pas, la Suisse, l'Espagne, la Russie, que le Sénégal, etc. Donc, comme c'est des tout petits villages, donc il vaut mieux, on va former un grand village qui s'appelle l'Afrique. Tout à fait. Ça dit de tout ça, déjà. Hassan, tu voudrais rebondir dessus ou je passe à une question? Non, je pense qu'elle a dit suffisamment assez. Voilà, il n'y a rien à dire. Je cautionne totalement ce qu'elle dit. Alors, sur le chat, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'en plus des difficultés rencontrées que vous avez citées, il n'y a pas une forme d'autocensure des artistes, dans le sens où le sentiment obligé de masquer une partie de leur légitimité culturelle pour mieux s'intégrer à la culture légitime, celle qui fait vendre, au risque de ne plus représenter leur diaspora. Elle est un peu longue, je ne sais pas si vous avez pu suivre. Pascal, tu peux reprendre la question. Alors, donc, est-ce qu'en plus des difficultés rencontrées que vous avez citées, il n'y a-t-il pas une forme d'autocensure des artistes issus de la diaspora, dans le sens où ils s'autocensurent afin de masquer une partie de leur identité culturelle pour faire plutôt la culture légitime, celle qui fait vendre? Oui, et en tout cas, dans le milieu du théâtre, je vous ai dit, moi-même, je suis passé par là. J'ai dû faire Shakespeare, Molière, Beckett pour avoir une certaine légitimité. C'est pas se cacher, c'est être malin. À un moment donné, il y a le réflexe de survie. Tu es dans un endroit, tu dis, bon, OK, s'il ne veut pas continuer à aller être mendiant, même être SDF, ou à un moment donné, être dans un premier avion rejeté,
il est obligé d'avoir ce que j'appelle le minimum. D'ailleurs, ce que la personne dit, s'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à être vus, même s'ils arrivaient à mettre de côté leur urgence artistique qui les préoccupe pour aller dans le sens du marché, mais ce n'est même pas le cas. Même ça, ça ne va pas. Je discutais hier avec des étudiants qui me posaient la question suivante dans le cadre de leur travail, en disant, est-ce que vous encouragez à prendre vos collègues à prendre des gens d'origine africaine, des artistes d'origine africaine? Est-ce que vous encouragez à ça? Je dis non. Je les encourage à regarder la qualité du travail du citoyen. D'accord. Et donc, maintenant, je vais aller plus loin. Si un artiste de la diaspora trouve le besoin, parce qu'il vit aussi ici, trouve le besoin de mettre en scène Molière, ben, il mettra en scène Molière, il a ce droit. Ce n'est pas une manière de contourner sa culture ou contourner quelque chose. Il est aussi de la culture française. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit que quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne devient jamais un crocodile, mais on oublie de dire qu'il s'imbibe quand même d'eau et qu'il n'aime plus le même arbre qui est tombé au début. Il se transforme. On peut même deux fois penser que c'est un crocodile à force qu'il est resté dans l'eau. Donc, il peut se revendiquer d'être membre de cette eau dans laquelle il est tombé. Donc, que quelqu'un de la diaspora... Parce que, pourquoi je prends la chose à l'envers? Un Français Dupont, attention, je dis ça exprès, blanc, yeux bleus, blond, a le droit de monter une histoire africaine, il n'y a aucun problème. Hein. On ne dira pas qu'il a zanzolé, qu'il a, il a détourné les choses, on ne dira pas. Ça, c'est légitime. Et de l'autre côté, on peut penser qu'il a oublié ses racines, il a oublié autre chose. Est-ce qu'on doit rester aussi toujours à porter des boubous? Je pose la question. Pour dire qu'on est africain, celui qui veut porter boubou, il porte boubou. Celui qui veut porter sa veste, il la porte. Parce qu'on est aussi des multiculturels aussi. On le revendique aussi. Mais je pense qu'il y a une question aussi par rapport au marché. Si on regarde le marché de l'art, il y a une forme de dictat qui s'opère dans le sens où le marché de l'art aussi donne le ton de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et donc, du coup, les artistes, ils savent très bien que voilà, pour produire, pour rentrer dans le marché de l'art et être coté, il faut produire certaines œuvres commerciales pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir rentrer dans ce marché de l'art-là, parce que je pense que dans beaucoup de secteurs de métiers, il y a des codes, et qu'une fois qu'on connaît les codes, qu'on maîtrise ces codes-là, on sait comment on peut rentrer, on sait effectivement comment on peut naviguer au sein de ces secteurs-là. Et je pense que cette philosophie-là, cette façon de faire, s'applique, je pense, à tous les artistes. Mais c'est vrai que pour les artistes racisés, il y a une double peine, dans le sens où, par exemple, la majorité des galeristes qui représentent les artistes ici en France, elles sont toutes dirigées par des Blancs. Donc, c'est eux qui imposent un certain regard aussi. Et donc, pour pouvoir vendre, on est quand même... il y a cette double peine, tu vois, qui nous a imposé pour pouvoir en fait vendre, produire, faire en sorte que le travail que nous produisons soit crédible sur le plan national et international. Et je pense que même pour beaucoup d'artistes issus de la diaspora, ils ont une reconnaissance internationale avant d'avoir la reconnaissance nationale. Et c'est grâce à la reconnaissance internationale que les portes s'ouvrent pour eux ici.
Tout à fait. Mais alors, je voudrais préciser qu'au niveau du chat, on a encore possibilité d'avoir une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dessus et nos invités tenteront d'y répondre. Donc, moi, vous avez posé un sujet qui me parle particulièrement quand on parle de marché, vu que je suis un entrepreneur et donc un indépendant. Le marché de l'art, donc il y a des consommateurs. Donc, il y a des demandeurs, il y a de l'offre. Alors, est-ce que la création diasporique a des difficultés d'être consommée par sa propre diaspora? Parce que s'il y a l'offre, il y a la création. Oui, mais encore faudrait-il Il est qu'il y ait… libre. Est-ce que donc ceux qui doivent le consommer, sans être dans une autre forme de discrimination, de dire que les issus de diaspora vont consommer que l'art issu de la diaspora? Et donc, si l'offre elle est là et que la consommation ne suit pas, est-ce que d'une autre manière, ce n'est pas les diasporas qui manquent de solidarité à consommer plutôt l'art? Moi, je ne verrais pas les choses de cette manière-là. Je pense que déjà, il faut déjà être visible. Il n'y a pas beaucoup de… Quand on regarde les revues d'art qui montrent, qui parlent, qui écrivent sur les artistes diasporiques, il y en a très, très peu. Donc, vous-même, vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, si le produit que vous réalisez, le consommateur n'a pas connaissance que vous produisez ce produit, je ne sais pas comment il peut acheter. Il y a aussi la question de qui donne la cote. Qui donne la légitimité, qui dans le marché de l'art dit, voilà, vous valez tant, votre œuvre vaut tant sur le marché de l'art. D'où, tu vois, c'est-à-dire qui a ces pouvoirs-là, tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que consommateur, si j'investis, tu vois, un consommateur lambda, si j'investis, j'ai envie d'investir pour acheter une œuvre, je veux que plus tard, mon investissement me rapporte, ce qui est tout à fait normal. Donc, quelque part, si il y a très peu de visibilité pour ces artistes-là, c'est-à-dire très peu d'expositions dans des grands musées, très peu d'articles écrits sur les travaux de ces artistes-là, moi, en tant que consommateur, je vais avoir peur d'investir, tu vois, d'acheter, etc. Même si il y a quand même, il y a maintenant une prise de conscience, il y a de plus en plus de consommateurs issus de la diaspora qui commencent aussi à acheter, à consommer, parce qu'il y a aussi une envie. C'est tout à fait légitime quand tu rentres dans une galerie, quand tu rentres dans une exposition et que tu vois un artiste qui parle d'un travail qui te parle, et ben, tu as envie tu es touché, donc tu as envie de l'acheter, tu as envie de consommer, tu as envie d'aller voir des pièces de théâtre qui racontent d'autres récits, des récits qui te parlent. Donc, du coup, et ben, quand tu vois à l'affiche qu'il y a un metteur en scène qui parle de certaines thématiques, qui te parle, et ben, tu as envie d'aller voir ces pièces de théâtre-là ou même d'aller voir les films. Et je vais le proposer autrement. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, il y a la question de la restitution des œuvres d'art qui viennent d'Afrique. En tout cas, il y a deux personnalités nommées par le président Macron pour s'occuper de ce dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? La question de la restitution, bah, elle est vieille comme le monde, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait, je pense qu'elle date des années 60. Moi, j'ai retrouvé des textes des années 60, même à l'UNESCO déjà, on parlait déjà de la question de la restitution de certaines œuvres qui ont été volées pendant la période coloniale et que ces œuvres-là devaient être rendues parce qu'elles avaient été volées. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu un butin de guerre, qu'on a pillé, en fait, dépouillé certains pays, certains États de leur production culturelle, eh ben, il faut les restituer, tu vois. Et puis, la question, je pense que le terme de restitution est aussi problématique parce que restitution, ça veut dire que forcément, il n'y a pas on ne rend pas…
il y a pas de... Il n'y a pas de dommage. Il n'y a Non, pas il y de a dommage pas quand on il y a restitue. pas de ren- il y a pas de remboursement financier. Alors D'accord. que, c'est-à-dire qu'on rend, mais on ne, sans payer financièrement le manquement que ça a apporté à ces États-là. Donc aussi, ça pose problème. Voilà. D'accord. Mais pour l'instant, je pense que le sujet est à l'étude. Je pense que ce n'est pas exhaustive, l'approche qu'ils ont actuellement. Je ne connais pas très bien Je le pense qu'il a sujet. une très, très mauvaise, comme d'habitude, il y a beaucoup de communication, mais il n'y a pas une vraie volonté politique pour pouvoir en fait rendre, restituer ces objets qui ont été volés aux États, parce qu'ils sont quand même en train de réfléchir, de mettre en place, il y a une loi qui doit être votée pour pouvoir en fait permettre qu'on puisse restituer des objets dont on sait qu'ils sont réellement volés et dont on a la preuve. Et en plus, si les États n'en font pas la demande, on ne les restitue pas. Il faut que les États en fassent la demande. D'accord. Hassan, est-ce que, donc il y a toujours une question de tête, mais ça corrobore la question qu'on vient de traiter, c'est est-ce que euh, la diaspora consomme l'art diasporique? En tout cas, au niveau du théâtre, je dirais non. Au niveau du théâtre. Il faut aussi, j'ai parlé de la question de sensibilisation, d'éducation, c'est un tout. Et aussi, quel type de moyens on emploie pour aller vers elle avec nos propositions. Il y a tout ça, il y a toutes ces questions-là. Donc, et moi, la réponse, c'est non. Les raisons sont multiples sur ce non-là. Et je trouve que souvent, les lieux de monstration sont comme des temples. Vous savez, les choses sont culturelles et habituelles aussi. Et il y a des endroits, tu passes devant, tu dis non, ça, c'est pas fait pour moi. Si on ne te dit pas que c'est fait pour toi, tu ne rentres pas là-dedans. Y a ça. Nos théâtres sont souvent des bunkers. C'est des lieux d'initiés. C'est sectaire. Quand on regarde, je parle du théâtre, c'est le lieu que je connais. Heureusement que certaines personnes au niveau des relations avec le public, les actions culturelles font un gros travail sur certains territoires pour amener la diversité dans les salles. Je parle de ça pour globaliser le problème du théâtre. Le théâtre, ce n'est même pas une question de diaspora, c'est une question de clan, c'est de classe sociale, même de classe sociale. De classe sociale. Donc, ce n'est pas, et malheureusement, par rapport, vu tout ce qu'on a dit par rapport aux classes sociales, pour atteindre certaines classes sociales, ce n'est pas ton manque de travail, mais il faut qu'on légitime ton travail, qu'on te donne les moyens qui vont avec ton travail, donc qui te permettent de rentrer dans une certaine classe sociale au niveau des matériels. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pour pouvoir aller voir des films, pour aller voir des musées, ce n'est pas des musées gratuits, ou acheter des livres, il faut avoir un minimum d'argent. Donc, c'est tout ça qui est mélangé, qui font la classe sociale. Mais je reviens, au-delà de la diaspora, c'est un problème de classe sociale, mais un problème d'âge aussi dans la classe sociale. C'est assez terrible. Quand la moyenne des abonnés dans le théâtre, des abonnés, c'est quoi? La moyenne, c'est 45 ans, minimum. Et moi, je parlerai de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et donc, encore pire de cette diaspora. Je vous donne un exemple concret. J'avais créé avec mon grand frère une association il y a 20 ans, non 22 ans plus précisément, qui s'appelait Soudia. Soudia, en bamana, ça veut dire l'ombre de la nuit. Soudia. L'ombre de la nuit, c'est le cinéma. Parce que chez nous,
Et comme il n'y avait pas de salle couverte, le cinéma ne pouvait venir que la nuit. Donc, c'est des ombres qu'on voit la nuit. On avait décidé, en travaillant à l'époque avec l'ODECAM, je ne sais pas pour certaines personnes qui doivent savoir ce que c'était que l'ODECAM, qui regroupait tous les films faits en Afrique francophone à l'époque, était à l'ODECAM. Parce que c'était l'ODECAM qui cofinançait ces films-là à l'époque, qui produisait. Donc, il y avait tous les premiers films africains là-dedans. Donc, nous, on avait fait cette association et décidé d'amener ces films vers la diaspora, que la diaspora voit aussi des films africains. Et le problème qu'on a eu, on s'est mal pris. On voyait les responsables des foyers Sonacotra à l'époque, ce qui étaient des Occidentaux. On expliquait le film, ce qu'on va venir montrer. Et on pensait que le travail était fait. Et le jour de la projection, on était dans les salles de fête des foyers africains, Sonacotra. On avait une ou deux personnes qui étaient là. Les autres regardaient la télé dans leur chambre. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce travail de médiation. De médiation. De médiation. Donc, je reviens à la médiation. Tout ce qu'on veut faire, s'il n'y a pas une médiation appropriée, on passera à côté des choses. Donc, effectivement, aujourd'hui, le théâtre, en tout cas, est problématique pour les raisons que j'ai dit en général et pour la diaspora en particulier. D'accord. Donc, on est un peu pris par le temps. Donc, normalement, on devait terminer à 19h, mais vu qu'on a commencé à 5 minutes après, j'espère qu'on arrivera à boucler d'ici 19h05. Pascal, donc, en guise de conclusion à la fois, et par rapport à ce thème abordé aujourd'hui, qu'est-ce que seraient vos préconisations, votre approche et la vision nouvelle qu'on devrait adopter pour pouvoir que dans les cadres de ces quinzaines de l'égalité, on puisse en tirer de ces échanges des conclusions qui permettraient davantage de faire société et, comme vous l'avez tous dit, de construire le vivre ensemble et surtout le bien vivre ensemble. Oui, ben en fait, puisqu'on est dans la quinzaine de l'égalité, c'est comment reconstruire cette égalité entre les différents citoyens, le traitement aussi. Et moi, je pense que cette réponse ne va pas du tout venir des politiques, que cette question de traitement égalitaire entre les citoyens va venir plutôt du citoyen lui-même. Et c'est pour ça qu'il est important, je pense, au sein de la diaspora, qu'il y ait une certaine solidarité qui s'opère. Et aussi, moi, j'encourage beaucoup l'entrepreneuriat au sein de la diaspora, et que les solutions ne vont venir que par nous-mêmes, et que il faut qu'on apprenne à s'organiser, qu'on apprenne à s'entraider, qu'à être solidaire, c'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Hassan, quand il y a des pièces de théâtre qui sont les pièces de théâtre qui sont mises en scène par des metteurs en scène issus de la diaspora, qu'il faut y aller, on doit tous aller les voir pour soutenir, encourager, et aussi mettre à l'honneur, et aussi faire en sorte que ça soit un succès pour ces travaux-là. De la même chose que pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que plus il y aura des gens qui vont aller vers des métiers auxquels justement ils pensent qu'ils n'ont pas accès, comme le fait de créer notre propre centre d'art, d'avoir nos propres galeries, tu vois, des jeunes qui sortent des écoles d'art, qui disent, voilà, moi je veux devenir galeriste, et en étant galeriste, je veux représenter des artistes issus de la diaspora, je veux les vendre, je sais comment les montrer, etc., sans quelque part déprécier leurs travaux. Je pense que la solution ne peut venir que par nous-mêmes. Elle ne viendra parce qu'on a longtemps
espéré, longtemps attendu auprès des politiques pour qu'il y ait un changement de traitement par rapport aux citoyens issus de l'immigration. Et on voit qu'il n'y a pas de réponse, ou même les réponses qui arrivent aujourd'hui, elles sont plutôt des réponses qui sont de l'ordre du séparatisme, de l'ordre de l'invisibilisation, de l'ordre d'un certain effacement d'une certaine histoire qu'on ne veut pas entendre, qui doit rester dans le passé et dans l'oubli. Donc nous, on doit se battre pour justement faire en sorte que tous ces récits-là qu'on veut rendre invisibles, les rendre visibles au travers nos pratiques artistiques, le fait de ne pas pouvoir avoir, en termes de monstration, eh ben, d'essayer de créer nos propres espaces de monstration pour pouvoir en fait montrer notre travail, questionner notre travail et le partager avec le reste de la population. Très bien, merci beaucoup Pascal. Hassan. Alors, pour ne pas répéter certaines choses, je suis totalement d'accord avec Pascal sur les points qu'elle a soulevés, le fait qu'on doit nous prendre en charge nous-mêmes, etc. Elle a assez bien développé. Mais moi, par contre, je dirais ceci, nous sommes des citoyens de ce pays. Nous devons agir en tant que citoyens et aider à influer sur les politiques qu'on peut avoir, avec lesquelles on pourrait peut-être aider à faire bouger ces choses. Et je dis, même quelle que soit la difficulté, ces politiques aussi sont là pour nous. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras, c'est ça facile de dire, bon, on les laisse tomber. C'est comment on peut continuer. Attention, la première chose, c'est ce que Pascal dit, mais c'est où on aide à avoir des politiques par notre acte citoyen qui est politique, voter, ou etc., pour changer les politiques qui peuvent aller dans notre sens, ou on doit travailler, continuer à essayer de convaincre, ou encore ceux qui ne le sont pas encore. Et je dis, il faut se battre sur tous ces fronts-là et ne laisser aucun terrain. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'on continue là-dessus. Sinon, on pourra donner un mauvais signe aussi à nos frères et à nos enfants et à nos sœurs, c'est dire deux fois qu'ils ne font pas partie de ce pays, parce que ces politiques représentent ce pays. Donc, dire oui, on doit revendiquer, demander des choses à ces politiques. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Et merci d'avoir ces moments de discussion, parce que développer aussi ces moments de discussion fait partie de la résistance, fait partie de l'évolution des choses. C'est pas la vérité, mais c'est poser nos vérités et les mettre sur la place publique pour que ce soit un lieu de discussion. C'est très, très, très important, parce que celui qui se tait, on ne l'entend pas. Et si on ne l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il a dans le ventre, comme on dit. Merci beaucoup, Hassan. Je tenais à remercier tous nos partenaires qui ont permis l'organisation de cette table ronde, notamment la région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Bordeaux, mais aussi d'autres partenaires comme le COSIM Nouvelle-Aquitaine, MC2A et la chaire Diaspora africaine, plus Soudou Film et Canal+, et aussi l'Union des travailleurs sénégalais. Je pense qu'en termes de conclusion, ça a été clair que dans l'approche, c'est important que les diasporas aussi se prennent en charge, qu'on ne dépende pas que des décisions politiques, mais que le citoyen puisse vivre activement sa citoyenneté et on peut dire dans sa plénitude, malgré que notre vivre ensemble est beaucoup entaché de faits historiques qui nous ne sommes pas vraiment les responsables, mais que nous continuons à subir, en tout cas à créer des tensions entre cette volonté de vivre ensemble. Et si vous devez dire un dernier mot, Pascal,
Avant que je rende l'antenne. Si un dernier mot, c'est la lutte continue, on ne lâche rien et il faut continuer à se battre et à défendre en fait nos productions coûte que coûte par tous les moyens. Tous les moyens sont bons, même les questions d'alliance, s'allier pour pouvoir en fait produire du commun ensemble. Toutes les stratégies sont bonnes à prendre aujourd'hui pour pouvoir en fait faire avancer notre lutte. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu es prêt à s'adapter et à contourner les obstacles. Moi, je suis pour continuer la lutte parce que la lutte, là, elle va être longue, dure et on a vraiment besoin de s'encourager, de se soutenir. Et c'est pour ça que je dis que face à la crise actuellement que nous vivons, une crise sanitaire, une crise économique, c'est pas pour autant que nous devons mettre de côté aussi nos luttes en ce qui concerne les questions de, de production culturelle, artistique et de représentation dans l'espace de la cité. Merci beaucoup, Pascal. Hassan? Oui, je suis Pascal. La lutte continue. Mais on La va y lutte arriver. Mais moi, je suis optimiste. On va y arriver. Merci beaucoup, Pascal Obolo, cinéaste, commissaire d'exposition, et Hassan Kouyaté, qui est le directeur des francophonies et des écritures à la scène. Je voudrais remercier l'Institut des Afriques de nous avoir donné cette opportunité et en particulier Sonia Monet qui a piloté ce dossier sous la supervision de Dana, mais aussi remercier le président René Otayek pour cette belle institution qu'il dirige et tous les membres de ce conseil d'administration. Donc, notre table ronde s'achève à 19h08. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin et restons sensibles à ces questions-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, à faire et nous comptons sur vous tous. En tout cas, merci à vous et portez-vous bien, prenez soin de vous et faites attention à ce Covid qui nous menace tous et j'espère qu'on trouvera des solutions très rapidement et pouvoir réitérer ce type d'échange en présentiel. Merci beaucoup.